Salut à tous, alors là je me trouve actuellement à Lyon en compagnie de Luca de Mosalingua, donc salut Luca. Salut. Donc toi tu as une société d'apprentissage des langues qui s'appelle Mosalingua. Et donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce qu'est Mosalingua rapidement? Tout à fait. Donc, moi, c'est Lucas. Donc, je suis un des deux cofondateurs de la société Mosalingua qui s'occupe d'apprentissage de langue, bien évidemment. Donc, on fait 10 applications pour apprendre les langues étrangères. On a commencé avec ça il y a 10 ans. Mais ensuite, on a élargi un petit peu la gamme de tous nos cours et nos produits parce que l'application, en fait, elle se concentre sur l'apprentissage rapide du vocabulaire. Après, là, on essaie de couvrir tous les besoins, donc la compréhension orale, la production orale, donc parler, etc., avec des cours et des formations qui sont complémentaires. Voilà, donc on a aussi des formations web, etc. Moi, donc, je suis italien, je pense qu'on entend mon accent. D'ailleurs, on a parlé quelquefois avec Pierre qui parle bien italien, donc on a parlé en italien. Et donc, mais bon, je vis en France et là, j'ai une grosse chance, un peu comme Pierre, en fait. Les langues, c'est à la fois notre passion et notre travail. Parce que moi, voilà, il y a 12-13 ans, je pense, j'ai commencé ce parcours autodidacte parce qu'à l'école, j'avais pas eu trop de succès. Donc, j'ai commencé à apprendre les langues étrangères. J'ai commencé avec le français d'abord parce que je devais étudier en France pendant 2 semestres. Et j'ai appris le français tout seul, donc j'ai construit un petit peu ma méthode autour de ça. Et ça m'a donné après le courage pour apprendre d'autres langues. L'anglais notamment, c'était un peu mon gros regret quand j'entendais les gens bien parler bien anglais, etc. Moi, j'y arrivais pas, donc même si j'avais étudié 10-12 ans l'anglais dans les écoles, dans les écoles italiennes, je voulais dire. Et donc voilà, après j'ai appris d'autres langues et aujourd'hui j'en parle 7-8 si je compte le napolitain, c'est notre langue maternelle. C'est moi j'ai une langue, hein, pour moi c'est une vraie langue, donc j'en parle pas je ne vais pas le définir en dialecte, mais plutôt une langue. Mais bon, après j'ai pas fait d'effort pour l'apprendre, c'est une deuxième langue maternelle avec l'italien. Et donc j'ai appris plusieurs langues et tout. Donc comme je disais, les langues c'est à la fois aujourd'hui mon activité professionnelle, mais une passion. Et à la base c'est une grosse passion que j'ai. D'accord. Et parmi ces langues, tu parles quelle langue? Donc le français bien évidemment, l'italien et le napolitain c'est mes 2 langues maternelles. Et ensuite c'est beaucoup de langues latines, donc l'espagnol, le portugais, le roumain. L'espagnol, je l'ai dit, et l'allemand. Bon, je vais pas compter tout ça. Bon, l'anglais aussi, là, bien évidemment aussi. Et voilà, donc j'ai l'anglais et l'allemand, c'est un peu les langues qui sont pas dans la famille des langues latines. Parce que moi, j'ai quelqu'un parfois me dit, ah oui, tu es un peu paresseux, tu as appris quelle langue latine, c'est facile. Non, c'est plutôt parce que les pays où on parle des langues latines ont pour moi un gros intérêt. Moi j'adore par exemple la culture brésilienne, le roumain c'était plutôt parce que voilà, ma femme est roumaine, donc j'ai voulu apprendre le roumain pour ça. Et je trouve dans les pays latins un gros intérêt. Après, l'anglais, bien évidemment, tout le monde doit le parler. Et là, j'essaie d'augmenter la difficulté. Je passe à l'allemand. Je n'ai pas un très gros intérêt pour la culture allemande, même si je le découvre à fur et à mesure. C'est plutôt une fascination par la langue. Je trouve la langue qui, quand même, elle a une structure très rigoureuse et mathématique qui me fascine, même si certains sont étonnés quand je le dis. C'est aussi le son. J'aime bien le son de la langue allemande. Et moi aussi, c'est vrai qu'il faut partir souvent du principe que l'allemand c'est moche, alors qu'on a le droit de trouver que l'allemand c'est beau, on a le droit aussi de trouver que c'est moche, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que souvent ça surprend les gens. Ouais, et moi par exemple, quand j'entends des gens parler allemand, moi, ça me plaît. C'est pas, je pense que c'est pas juste l'italien ou le français qui ont cette musicalité, cet intérêt. Et
Et voilà, et puis je voudrais passer à une langue que tu connais, que tu as étudié, c'est le japonais, c'est un peu un rêve. Et puis des langues, là je vais passer aux langues, je pense, asiatiques, ou le russe et le grec, ça aussi, ça m'intéresse pas, c'est des langues qui m'intéressent pas mal. Mais bon, on aura le temps, j'essaie déjà. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Confirmer ici, ouais. C'est pas le travail. Ok, donc tu as appris toutes ces langues, et concernant Mosalingua, donc, que tu as créé donc, avec Sam, donc, comment vous êtes venu, plus que l'historique de la société, ce qui, je pense, qui nous intéresse ici, c'est comment vous avez eu l'idée de créer une pédagogie par rapport à vos expériences personnelles, créer quelque chose qui permette de partir de zéro à bien parler une langue. Je pense que le constat, ça a été un peu l'échec des méthodes classiques et scolaires. Même si on a eu des parcours qui sont un peu différents, les deux, on avait essayé d'apprendre des langues avec les méthodes classiques. Moi, j'avais essayé des méthodes classiques de formation face à face avec des profs, ou à l'école, j'avais quand même étudié pas mal. Et c'est pour ça qu'en anglais, j'ai un très bon niveau à l'écrit et de grammaire. Et je l'avais déjà quand je n'arrivais pas à parler. C'est quand on a commencé à voir qu'il y avait des méthodes alternatives comme la répétition espacée, le fait d'utiliser des ressources multimédia, des ressources intéressantes qui pouvaient te faire apprendre mais sans que ça soit barbant, vraiment ennuyeux, etc. Ça nous a donné cette envie de dire non mais là il faut vraiment qu'on fasse un truc, parce que là ça a marché pour nous. Par exemple, Sam, il avait appris l'espagnol tout seul, etc. Et ça a marché pour nous, ça doit marcher aussi pour deux autres. Donc c'était vraiment la volonté de partager des techniques et des méthodes qui sont efficaces, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui galéraient, pas parce que comme beaucoup de gens pensent « Ah, je ne suis pas doué, les langues c'est pour les génies, les polyglottes sont des génies, etc. » C'était plutôt pour dire non, c'est pas des capacités naturelles, c'est pas des gens qui sont doués, c'est plutôt qu'à l'école, malheureusement, c'est pas la faute des profs, parce que c'est vrai qu'une classe de 30 élèves, il faut les faire parler, les 30 personnes, c'est un peu compliqué. C'est parce qu'à l'école, voilà, on se concentre sur l'écrit parce que c'est plus pratique pour avoir, quand on a autant de gens. Et dire voilà, on peut apprendre autrement, on peut apprendre avec efficacité, on ne doit pas passer des années à apprendre des langues, il faut y mettre du temps bien entendu, mais on peut être efficace, c'est-à-dire que ça peut aller relativement vite pour avoir cette satisfaction à un moment donné de commencer baragouiner un petit peu, après commencer à parler, commander ta bière en espagnol quand tu es en Espagne, etc. et dire oh oui mais c'est possible. Et moi c'était l'effet, c'était vraiment un déclic que j'ai eu quand je suis arrivé en France. J'avais étudié tout seul le français. À l'époque, voilà, Internet n'était pas développé à ce point, mais il y avait déjà TV5 Monde, il y avait des ressources multimédia, etc. Et moi, avec les chansons, avec la télé, avec des textes que j'ai trouvés, j'essayais de traduire, etc. J'avais appris les bases de la langue et j'y suis arrivé. Moi, je me souviens, la première fois, j'ai changé mon train de Naples à Nice et j'ai demandé au contrôleur si c'était bien le train qui allait à Bordeaux. Et quand je dis ça, il m'a compris et il m'a répondu, etc. Même si je pense que je devais avoir un accent bien plus fort que j'ai un accent assez fort, mais à l'époque c'était encore plus fort. Mais c'était une satisfaction inouïe et je l'ai revécu avec d'autres langues. Voilà, l'allemand, c'est une langue difficile, mais quand je suis allé en Autriche, le fait de pouvoir parler avec les gens et d'échanger, etc. Mais c'est une satisfaction immense. Et surtout, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, pour arriver à un niveau où tu parles librement, comme tu parles dans ta langue maternelle, il faut des années, c'est difficile, mais le fait de pouvoir échanger et communiquer, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Une chose que je voulais dire qui est importante pour moi, parce que parfois, moi comme toi, je fais des vidéos sur YouTube, etc. Parfois, on me dit oui, mais bon, c'est parce que t'as un don, t'es doué, etc. Moi, je pense que j'ai pas cette chance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une petite prédisposition, donc surtout au niveau de l'accent, ils captent bien les sons, donc ils ont plus de facilité, ça c'est vrai. Mais moi, franchement, c'est pas mon cas. Voilà, en français, j'ai encore mon accent italien. En anglais, je l'ai un peu effacé. J'essaie de l'effacer, mais il est quand même là. J'ai des difficultés, donc. Mais malgré ça, je suis arrivé à parler plusieurs langues. Donc moi, je dis toujours, si moi, j'ai pu y arriver, je peux faire ça.
n'importe qui peut le faire. Voilà, c'est ce que je dis et ce que je pense. Ouais. Mais surtout, par rapport aux dons, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Après, je pense qu'il peut y avoir des gens qui peuvent avoir certaines prédispositions dans plusieurs domaines, parce qu'en plus, le don des langues, pour moi, c'est plusieurs petites choses. Et il y a des gens qui arrivent à cocher toutes les cases, mais ils sont très très rares. Ça peut être l'oreille, la capacité à reproduire un accent, ça peut être la compréhension parfois immédiate de toutes les structures de grammaire. Parce que moi, par exemple, je vois que c'est quelque chose que je comprends assez facilement, alors qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de plus de temps. Ouais. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont quasiment un accent parfait, alors que moi, il faut que je le travaille de manière très consciente. Et donc, parfois, on peut avoir un avantage, il y a des gens qui en ont, mais avoir tous les avantages, c'est-à-dire un don des langues parfait, c'est une immense minorité des gens. Et ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de gens utilisent ça comme une bonne excuse en disant on laisse ça au génie, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre les gens normaux comme nous, c'est-à-dire qui ne sont pas nés avec tous les dons possibles et imaginables, et dire bah voilà, en fait, apprendre une langue, c'est pas si difficile, corriger son accent pour être compréhensible, ça se fait comme ça, le vocabulaire, ça se fait comme ça. Et c'est vraiment d'arriver à proposer de la méthode. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, enfin, arriver rapidement à parler une langue et avoir cette satisfaction, et sur cette satisfaction première, on bâtit, on continue. Je suis tout à fait d'accord. Oui, parce qu'après, moi je dis toujours qu'on construit comme un cercle virtueux, parce qu'on a des premiers résultats. Ces premiers résultats ils nous donnent la motivation. Moi je dis toujours que la motivation c'est vraiment notre carburant dans ce voyage, le voyage de l'apprentissage. C'est vraiment un voyage de l'apprentissage des langues. Donc on a besoin de carburant. Le carburant c'est la motivation. Et quand on a ces premiers résultats, pourquoi c'est très important la première phase des 3 mois? Parce qu'on peut avoir ces premiers résultats, donc les premières conversations, les échanges, on commence à comprendre un petit peu comment la langue fonctionne. Et cette motivation va nous donner en fait le carburant pour pratiquer. Donc on pratique, plus on a des résultats. Et on a des résultats, on a de la motivation. Et donc tu vois un peu ce cercle vertueux, etc. À l'opposé, on peut avoir un cercle vicieux où on se dit non, je vais jamais. Et c'est surtout des freins que moi j'ai vu les gens les ont au début. Soit c'est des excuses comme tu dis parce que c'est plus facile de se dire quand on n'y arrive pas, oui parce que c'est les autres, ils ont des capacités, ça vient facilement, etc. Moi comme toi, j'ai côtoie pas mal des polyglottes et experts d'apprentissage parce que voilà, on va aux conférences des polyglottes, etc. Et même des polyglottes qui sont très admirés, qui parlent à un niveau incroyable, une dizaine de langues. Mais moi, quand on échange sur ce qu'ils font au quotidien, je vous assure, ça rigole pas. Moi, il y a des personnes qui passent au moins 2 heures par jour à étudier des langues. Voilà, ils veulent se perfectionner. S'ils ont un accent parfait, parce qu'ils y passent vraiment du temps. Donc il ne faut pas penser que ces gens-là sont des monstres, des gens qui vont apprendre la langue comme ça, ils ouvrent, ils disent ah, ok, j'ai compris, ils parlent. Non, c'est des gens qui passent énormément de temps. Après, pourquoi eux, ils passent énormément de temps? Parce qu'ils veulent être parfaits parfois, parce qu'ils parlent énormément de langues, donc ils doivent aussi entretenir les autres. Mais pour une personne, on va dire, qui veut juste parler une autre langue étrangère ou 2 autres langues étrangères, il ne faut pas passer autant de temps. Donc, c'est pas la même chose. Donc, voilà, c'est sur le temps, le fait qu'il s'applique, la confiance en soi. Moi, je dis, si aujourd'hui j'ai un avantage par rapport à quelqu'un qui débute dans l'apprentissage des langues, et ça doit être aussi ton cas, c'est d'un côté, je veux comment ça fonctionne. Donc, je sais que si je mets autant d'efforts, au moment donné, je vais y arriver. Donc, il y a un peu de confiance en moi parce que je dis, si j'ai appris un certain nombre de langues, je peux quand même y arriver. Après, c'est pas donné, parce que je sais pas si avec le japonais, avec le russe, j'aurai les mêmes résultats, la même satisfaction. Peut-être j'aurai des barrages et des obstacles que j'ai pas eu avec l'espagnol, avec l'allemand, avec d'autres langues. Et donc voilà, c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut considérer quand on apprend une langue étrangère. Donc voilà, il y a cette confiance en soi. En fait, je sais un petit peu comment ça marche. Et c'est les seuls avantages qu'une personne qui a une certaine expérience dans l'apprentissage des langues, donc quelqu'un qui parle plus de langues, peut avoir par rapport à un autre. Par contre, quelqu'un qui débute, voilà, il y a des problèmes de confiance parce que peut-être il a essayé, ça n'a pas marché. C'est un peu plus difficile parce qu'il ne connaît pas toutes les méthodes, toutes les techniques, etc. Il y a aussi une question lié à la confiance, le fait qu'aujourd'hui, moi par exemple, je me suis lancé très tôt dans la pratique orale de l'allemand.
et peut-être même un peu trop tôt, hein, même un peu trop tôt parce que la première conversation c'était un peu, c'était un peu difficile parce que je pense que son vocabulaire. Ouais. Oui, c'était un peu, bon, c'était pas non plus que j'avais rien du tout, mais je veux dire pour l'allemand peut-être j'aurais dû attendre juste un petit peu plus, mais je pense que tu vois si c'était si l'allemand avait été ma première langue, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ma première langue, tu vois, d'apprentissage, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile pour parler. Alors que moi, je me disais, voilà, même si je me trompe, j'avais préparé les petites phrases. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris. Mais même s'il y avait des blancs, moi, ça allait. J'ai l'habitude. Donc, c'est un peu cette expérience que je peux avoir par rapport aux autres. Et que d'autres personnes qui ont appris plusieurs langues peuvent avoir. Mais après, au niveau en parlant au niveau de ce fameux don des langues, des capacités en plus, franchement, moi-même aux conférences, je peux dire, c'est pas trop sympa de le dire, mais je rencontre des personnes qui sont vraiment excellentes au niveau de l'apprentissage des langues, etc. Mais après, quand on parle d'autres sujets, etc., c'est pas les personnes les plus intéressantes, les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Voilà. Il y en a qui sont vraiment aussi très intelligents aussi, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est vraiment des êtres normaux. La seule chose. Ah, et puis il y a un autre avantage, mais ça c'est aussi arrivé, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'aime apprendre les langues étrangères. Mais au début, pas du tout. Je sais pas si c'était moi au début, voilà, le cours d'anglais, pour moi c'était vraiment des moments pas du tout sympathiques, etc. Le français aussi, quand j'ai appris le français, même si j'avais eu toujours le rêve de parler français et j'aime énormément cette langue, c'était pas des moments de plaisir, c'était plutôt une utilité. J'ai envoyé l'utilité, donc j'y mettais le temps et l'énergie nécessaire. Aujourd'hui, ça me plaît parce que parfois, quand on fait des tâches difficiles et quand on y arrive, on trouve que c'est comme il y a des gens qui trouvent un plaisir fou à apprendre les mathématiques. Moi, c'est pas mon cas, mais parce que peut-être qu'ils se sont appliqués, ils ont vu qu'à la fin, il y a une vraie satisfaction et tu peux apprendre des choses intéressantes. Et donc, ça devient aussi un plaisir. Et aujourd'hui, c'est une chance inouïe pour moi. Moi, quand j'ai apprendre les langues, c'est devenu un passe-temps et c'est vrai, c'est quelque chose que je souhaite à tous parce que quand on est arrivé à ce moment-là, ça veut dire qu'on est prêt à mettre toutes les heures nécessaires pour apprendre des pratiques et donc ça va aller tout seul après. Les résultats vont arriver, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis d'accord, arriver à apprécier l'activité elle-même, comme on dit, je sais plus. Qu'est-ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage, et c'est quelque chose qui est dur à faire passer dans un premier temps, avec beaucoup de gens qui se rappellent que l'apprentissage des langues c'est comme à l'école, et arriver à leur faire apprécier le moment, enfin vraiment apprécier le moment où on est en train de travailler, faut appeler un chat un chat, et pas seulement se dire un jour je parlerai cette langue, et en attendant c'est comme si je cassais des cailloux, je déteste ça. Et ça, c'est le meilleur moyen de se démotiver, alors que quand on commence à apprécier réellement ce qu'on fait quand on apprend une langue au jour le jour, bah là, on en redemande, hein. C'est comme ça qu'on devient accro, qu'on fait une habitude qu'on fait absolument tous les jours. Non, surtout parce que pour beaucoup de personnes, quand ces personnes ont l'objectif de parler couramment une langue, c'est un parcours qui peut durer des mois, mais même des années quand la langue c'est un peu plus difficile. Et c'est vrai que c'est important, nous on insiste beaucoup chez Mosalingua dans nos vidéos, mais même dans tous nos cours, etc. Au moment donné, casser ces mauvais souvenirs, essayer d'effacer ces mauvais souvenirs qu'on a, à l'école, etc., de recommencer, de leur montrer que ça peut être aussi plaisant, sans que ça devienne une passion comme dans mon cas. Je sais que je suis, voilà, c'est une exception, et j'ai pas la prétention que tout le monde apprécie ça et appelle ça un passe-temps, mais de se dire, il y a aussi, voilà, pour beaucoup de personnes, quand les personnes travaillent dans leur profession, etc., il y a énormément de gens qui prennent du plaisir. Et moi, c'est que je dis, oui, apprendre les langues, en fait, il faut travailler pour arriver à des résultats, mais on peut aussi travailler en y prenant du plaisir. Ça ne doit pas être forcément une corvée ou c'est juste négatif. Non, ça peut être un travail agréable et qu'en plus, c'est très utile parce qu'on sait bien les résultats peuvent être... le fait de parler une langue, ça peut ouvrir énormément de portes. Donc ça, je vous apprends rien de nouveau, je t'apprends rien de nouveau. Et concernant Mosalingua, les produits que vous faites, il s'agit de quoi précisément? Parce que moi je connais très bien, mais pour les oui, tout à fait. Si tu peux préciser un peu. Donc voilà, il y a à la base, il y a une application mobile, ça a été notre
premier produit, on va dire notre premier outil d'apprentissage, donc une application mobile qu'on peut télécharger donc sur iPhone, Android, et qu'en fait on utilise essentiellement pour apprendre du vocabulaire de façon rapide et efficace. Donc on apprend avec la méthode de la répétition espacée. Il y a des flashcards, donc des cartes où d'un côté, par exemple si on apprend l'anglais, d'un côté il y a le français, d'un côté il y a l'anglais, et on fait des exercices autour de ces flashcards. Et la particularité, c'est que nous, on essaie vraiment d'être efficace, c'est-à-dire qu'en utilisant la répétition espacée, on va te proposer, après que tu as appris un mot ou une phrase, de la réviser régulièrement. Donc après 8 heures, après un jour, après 30 jours, etc. Et en fonction des réponses, parce qu'on s'auto-évalue, on dit ça c'était difficile, ça c'était facile, on va te reproposer la même carte, donc le même mot et la même phrase, parce que chaque carte est associée à un mot en phrase, avec des exemples comme c'est un mot isolé. Après un certain intervalle, et dans le but de le mémoriser à long terme et ne pas réviser quand tu n'en as pas besoin, mais de réviser juste quand tu es en train, vraiment à ce moment-là, quand tu es en train d'oublier. Donc on utilise l'algorithme de la répétition espacée qui est lui-même basé sur la courbe de l'oubli. Donc le fait que quand on apprend une information le jour J, après, on doit la réviser régulièrement parce que la mémorisation, ça baisse drastiquement. Là, j'ai fait une vidéo dernièrement, on voit vraiment la courbe, comment ça baisse. Donc voilà, il y a ce premier produit. Je veux dire, cette application, la particularité, c'est aussi que nous, on essaie vraiment on essaie de travailler cette dimension plaisir avec des bonus, l'efficacité, mais on essaie aussi de laisser l'apprenant libre. Donc, c'est pas le cas de toutes les applications qu'on peut trouver. Il y en a qui sont très bien. Je veux pas dire qu'on est les seuls à faire des choses qui marchent, mais nous, en fait, une autre particularité qu'on a, c'est au niveau on laisse l'apprenant libre. Donc tu connais très bien, donc il y a des étapes où tu vas écouter, tu vas répéter, tu vas écrire, tu vas mémoriser. Donc tu dois deviner comment on dit en français, comment on dit en anglais, pardon, à partir du français. Mais nous, en fait, on laisse toujours l'apprenant libre de choisir son niveau. Bon, il y a un test au début, mais il peut choisir son niveau, de choisir ses cartes. Donc s'il ne veut pas apprendre, il peut dire je ne veux pas l'apprendre parce que je la connais déjà ou ça ne m'intéresse pas. Et après, de faire les exercices qu'il veut. Parce que quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'écrit, peut-être il n'a pas envie de passer du temps. Voilà, notre temps est très précieux, mais on travaille beaucoup cette dimension efficacité, donc il faut vraiment passer du temps sur ces choses-là. Et puis un autre travail très important qu'on a fait, qui c'est notre particularité de notre appli, c'est sur le contenu. Là, on a 10 ans d'histoire et nous, on a pu, grâce aux utilisateurs, les retours des utilisateurs, améliorer notre contenu. Et déjà là-bas, c'était un contenu de grande qualité. C'était du contenu, en fait, on avait pris des listes de fréquences. Et au début, si l'apprenant ne choisit lui, il ne va pas choisir des catégories, des cartes en particulier, on va lui proposer du contenu basé sur les listes de fréquences, donc les mots et les phrases qui reviennent plus couramment à l'oral. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Notre application, c'est un peu comme ça. Voilà, ça, c'est l'application. La première chose qu'on va avoir aussi sur notre site internet quand on arrive ou si on nous trouve sur les App Store. Donc, après les applications, donc, on a Mosalingua Web qui est une plateforme d'apprentissage beaucoup plus complète où dedans, on va avoir ce module vocabulaire, on va retrouver un peu les applis, mais on a aussi des vidéos, des audiolivres, des e-books, des textes, donc graded text, comme on les appelle en anglais, donc des textes qui vont différer en fonction de la difficulté, donc des textes pour débutants, pour intermédiaires, etc. Et avec des fonctionnalités qui sont très sympas. Par exemple, on peut créer une carte en soulignant un mot, on voit la traduction, on crée une carte après dans l'appli. Donc, disons que c'est quelque chose de beaucoup plus large pour quelqu'un qui veut aller un peu plus loin et mettre en pratique le vocabulaire qu'il a appris avec des ressources multimédia fun. Et moi, c'est quelque chose que j'adore et j'utilise régulièrement parce que c'est un peu comme ça que j'avais commencé avec le français. Donc, en utilisant un peu cette panoplie de ressources qui rend un peu l'apprentissage moins ennuyeux et plus fun. Et puis après ça, on a des formations et là, notre objectif, c'est vraiment découvrir tous les besoins d'un apprenant. Donc, on a par exemple ce qu'on appelle MosaSpeak, c'est notre masterclass Speak English with Confidence où en fait, on va améliorer
l'anglais à l'oral, donc à la fois l'accent, mais aussi cette fluidité qui est très importante. Après, on a Mosa Série, c'est notre dernier produit, on va travailler beaucoup l'écoute. C'est un gros problème des apprenants, le fait de comprendre ce qu'on dit. Et surtout, une autre chose qu'on a essayé de travailler avec Mosa Série, c'est le taux d'abandon. Parce que c'est vrai que malheureusement, au début, on commence à apprendre, on a de l'enthousiasme, mais après, on sait tous que c'est un peu difficile. Même pour nous, nous aimons l'apprentissage des langues, mais on a des phases où on va faire des pauses, où ça peut être un peu plus difficile. Et là, en fait, comme c'est une histoire, on apprend à travers une histoire intéressante. C'est un peu ce phénomène où on est un peu accroché à l'histoire, un peu comme dans une série, on veut reconnaître la suite. Et donc c'est pour ça qu'on est très content, on voit vraiment un taux de fidélité très élevé, les gens arrivent au bout parce que c'est intéressant, etc. Donc c'est un peu la motivation et la régularité, parce que c'est la clé, c'est une des clés de l'apprentissage, et le fait de travailler l'écoute. Et donc voilà, après on a aussi d'autres types de formation, mais je pense qu'on va travailler sur l'écrit aussi. Mais l'idée, c'est de travailler toutes les compétences. Donc la production orale, le fait de parler, bien comprendre ce qu'on écoute, ce qu'on entend, bien comprendre ce qu'on lit. C'est très important pour les gens qui travaillent avec l'anglais ou qui étudient en anglais, etc. Et voilà, la quatrième compétence, je vous ai un peu... bon, c'est parler et oui, comprendre. Et puis l'apprentissage du vocabulaire, etc. Oui, et l'écriture, oui, tu as raison. Et l'écriture. D'ailleurs, vous couvrez combien de langues avec Mosalingua? Alors, on en couvre 7. Donc, c'est l'anglais qui est décliné en plusieurs versions. Donc, on a même l'anglais médical, donc l'anglais du travail, l'anglais médical, l'anglais de voyage et de la vie quotidienne, l'anglais pour le TOEFL et le TOEIC. Après, les autres langues, c'est l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais, le français, parce que voilà, on est présent aussi en dehors de l'espace francophone. Et dernière arrivée, c'est le russe. Okay. Et il y a d'autres projets d'ailleurs, d'autres langues? Oui, tout à fait, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, on va faire les langues qui sont plus demandées. On a un sondage en ligne où les gens nous demandent régulièrement. Et le chinois, on l'a commencé, franchement, on a un stade assez avancé. Après, on s'est un peu arrêté parce que c'est difficile de tomber sur des... Nous, pour compléter l'appli, pratiquement, on va s'appuyer sur des profs. Pas seulement sur des traducteurs, parce qu'on a une autre méthode, mais comme pour les Russes et le chinois, plus on s'éloigne de la famille des langues latines, ou de la famille, à la fin, même l'anglais allemand, ça peut être différent, mais au niveau vocabulaire, mais la structure de la syntaxe elle est assez similaire. Mais quand on commence à s'éloigner, on va vers les langues asiatiques, ou vers le russe, on aimerait bien faire l'arabe. Notre méthode, oui, on peut garder le noyau dur, mais ça nécessite beaucoup d'adaptation et d'amélioration. Donc on travaille, on forme une équipe avec des profs, etc. Pour le chinois, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, et c'est vrai que malheureusement, là, même si ça me chagrine un petit peu, mais la demande est un peu moins élevée. Et nous, c'est vrai qu'on a une petite structure et on doit aussi garder, bien contrôler la dimension coût-bénéfice, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre là pour les Russes par exemple, voilà, je peux être transparent, on y a passé énormément de temps pour l'adapter, pour faire quelque chose de bien, mais finalement au niveau des ventes c'est un petit peu décevant, c'est un petit peu décevant par rapport à tout l'effort et tous les investissements en termes de temps et d'argent qu'on y a mis. Voilà. Donc ça va arriver, mais je pense qu'on va un peu plus se consolider au niveau déjà de l'anglais. C'est quand même, malheureusement, la plupart des gens veulent apprendre, malheureusement. Bon, c'est bien déjà d'apprendre l'anglais, mais nous, comme on voit cette mission où quand quelqu'un apprend, on a un peu cette vision où quand quelqu'un apprend une langue étrangère, le monde est un petit peu meilleur. Pourquoi? Parce que moi, en fait, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre le français, ça m'a permis de mieux comprendre
Nous en italien on dit nos cousins de l'autre côté des Alpes, on appelle comme ça les cugini d'Oltrafo, on dit les Français. Le cousin transalpin, exactement la même chose. Et ça m'a permis de vraiment comprendre. Donc j'avais lu des romans français, j'avais lu parfois la télé en français, j'entendais régulièrement parler de la France, mais quand j'ai appris le français, et moi je vois que par rapport à, même au début quand j'étais en France, par rapport à ma famille qui n'avait pas cette clé de la langue, mais on ne peut pas entrer en relation avec un autre peuple, avec une autre culture si on ne connaît pas. On peut le faire bien sûr, mais si on connaît la langue, c'est une clé incroyable et tout. Donc quand on fait cet effort, même quand on part en vacances, d'essayer un petit peu de parler la langue de l'autre, de s'intéresser à la culture de l'autre pays, des personnes qui habitent là-bas, vraiment, les relations entre les gens, entre les peuples vont s'améliorer. Et voilà, on a vraiment cette vision où le monde va s'améliorer. Donc, on aimerait bien proposer un maximum de langues. On va y arriver, je pense, mais on va aller petit à petit, voilà, pour voir aussi. Surtout parce que nous, c'est très important, les demandes. On prend beaucoup en considération les demandes de nos utilisateurs. Je pense que c'est aussi ton cas. Donc, c'est vrai que on a régulièrement des gens qui disent pourquoi vous ne faites pas le chinois, l'arabe, etc. Mais si on analyse toutes les demandes, c'est un tout petit pourcentage de notre base d'utilisateurs, des gens qui nous suivent, etc. Voilà. Ah oui, c'est sûr, parce que de toute façon, on aimerait bien proposer toutes les langues. Bon, moi j'ai une approche plus méthodologique, donc je fais en sorte que les gens, même s'ils apprennent des langues avec très peu de ressources, ils puissent le faire. Et c'est vrai que bon, il y aura forcément toujours quelqu'un qui doit apprendre le letton ou une langue comme ça. Il y a un peu plus de gens qui parlent finnois, mais bon, non, mais c'est une réalité que même le finnois, à 5,5 millions de locuteurs, ou quasiment 6, c'est déjà une langue petite par rapport à tout l'argent qu'on peut investir pour créer un produit. Ouais. Donc forcément, c'est un peu la tragédie de l'apprentissage des langues, c'est qu'il y a quelques langues qui dominent, en fonction des régions. En France, ça va être plutôt espagnol, allemand, italien, etc. Et l'anglais au-dessus de tout ça. Et c'est vrai qu'on est un peu limité, mais il faut venir petit à petit. Et je crois qu'on a à peu près tout couvert, donc est-ce que tu aurais un dernier conseil auquel tu n'auras pas pensé pour apprendre les langues, quelque chose qui pour toi est super important, qui a changé ta façon d'apprendre les langues, si tu pouvais arriver à trouver ça en une phrase Oui, je vais essayer. C'est toujours difficile, je sais. C'est toujours difficile, en plus de ce que j'ai dit. Pour moi, un message important, mais je le répète juste, mais je l'avais déjà dit, c'est que vraiment n'importe qui peut y arriver. Voilà, que c'est juste une question de trouver les bons outils, la bonne méthode, peut-être la bonne méthode aussi pour soi-même, parce que on est différent. Il y a des profils qui sont un peu différents au niveau des apprenants. Donc il y a quelqu'un qui va essayer de parler un peu plus rapidement. Et par rapport à un autre, quelqu'un qui va attendre plus, il veut plutôt avoir des bases solides après à parler, donc il faut respecter ça, je pense. Même si à un moment donné il faut quand même parler. Donc c'est dire ça. Et moi, je pense qu'un conseil important, c'est de travailler la dimension psychologique. Parce que moi, c'est quelque chose. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est quelque chose qui m'a manqué peut-être quand j'apprenais l'anglais, ou même quand j'ai commencé à apprendre le français, parce qu'il n'y avait pas autant toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. L'aspect psychologique, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler, parce que c'est très important. On a un peu touché quand on a dit qu'on s'est trouvé des excuses, on a dit qu'on a été un peu traumatisé. Et moi, je me suis rendu compte que cet aspect de la confiance en soi-même, c'est vraiment très important. Parce que c'est lié à tout un tas de choses, comme par exemple la peur de faire des fautes. Moi c'est vrai que c'est la peur des blancs, donc moi je me souviens quand je parlais en anglais, j'hésitais à pratiquer parce que j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire si après moi je comprends pas, ou si je dois demander à répéter, je veux pas quand même être un poids pour l'autre personne, etc. Et ça c'est quelque chose, je te coupe juste, auquel je m'attendais pas, mais énormément de gens ont peur de déranger leur interlocuteur. Ouais, tout à fait. Ça je m'y attendais pas, mais c'est très fort en fait. Tout à fait. Et donc voilà, moi je pense à cet aspect psychologique et comment on travaille sur ça. Nous écoutons aussi, parce que je pense que quand quelqu'un a un peu plus d'expérience, il peut vous dire. Moi franchement, j'ai pas eu d'expérience négative. J'ai pris énormément de
de cours avec des tuteurs, ou bien j'essaie de parler aux gens dans la rue quand je voyageais, ou encore j'ai fait des échanges linguistiques. Moi, franchement, j'ai toujours on peut toujours tomber sur quelqu'un qui est un peu antipathique, ou voilà, mais c'est pas grave. J'ai eu plutôt des expériences positives. Pourquoi? Parce que quand la plupart des gens, les gens, on va dire quand ils sont des personnes normales, quand on voit quelqu'un qui fait un effort pour s'exprimer dans la langue de l'autre, qui quand même, bien ou mal, il a essayé d'étudier une langue, de s'exprimer, etc., ils ont plutôt un regard bienveillant. Donc ils vont plutôt essayer de t'aider, ils vont essayer de comprendre, même si après il faut utiliser un peu les gestes, s'il faut répéter, s'il faut parler plus doucement, etc. Donc en général, ça se passe beaucoup mieux que l'on pense. Donc moi, il faudrait essayer de dédiaboliser cette histoire autour d'une conversation, tout ce qu'il y a autour d'une conversation, autour des erreurs, autour du fait de ne pas parler. Et moi, une autre chose dont je me suis rendu compte, et pour finir un peu sur les aspects psychologiques, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter de se sentir un peu... Bon, j'utilise le terme stupide, mais peut-être ce n'est pas le terme adéquat. C'est qu'en fait, voilà, là on est en train de parler... par exemple, toi, quand tu parles en français, tu es habitué à exprimer tes idées d'une façon assez précise, tu as les bons termes, tu as les bons trucs, etc. Moi, ça va être la même chose en italien. En français, je me sens à l'aise quand même, donc je n'ai pas cette peur. Mais c'est vrai que quand on doit parler dans une autre langue, surtout quand on est un petit peu au début, après, on s'exprime un peu comme un enfant. Si on n'arrive pas à dire ce qu'on veut, on a peur que l'autre pense qu'on est un peu stupide, limité, parce qu'on pense, voilà, je m'exprime comme un enfant, ou je ne sais pas dire ce que je veux dire, tout. Donc, il faut aussi accepter de ne pas être parfait, de sembler, à la limite, oui, de sembler moins intelligent que l'on aime, parce que si l'autre en face il est intelligent, il comprend que c'est juste une question de langue, c'est pas que nos idées sont limitées, c'est notre façon d'exprimer nos idées qui est limitée, et c'est tout à fait normal. Donc d'accepter aussi de ne pas être parfait comme dans notre langue maternelle, et ça libère aussi au niveau de l'élocution, de la fluidité, parce que très souvent, c'est quand on a du mal à parler une langue, quand on essaie de répliquer les mêmes structures de sa langue maternelle dans une autre langue. Et ça, c'est un problème typique qui ont par exemple les francophones et les Italiens quand ils veulent parler en anglais. Parce que l'anglais, il est hyper simple dans sa structure, et donc on peut parler avec vraiment très peu de mots, très peu de vocabulaire, ou avoir une syntaxe assez réduite. Moi, j'ai connu des gens qui avaient un anglais hyper efficace, mais je pense qu'ils ne connaissaient pas plus que 1000-1500 mots, donc c'était vraiment limité. Donc essayer de faire ça. Et donc voilà, pour terminer, c'était un peu ces aspects psychologiques qui pour moi sont très importants. Donc pour résumer, ne pas avoir peur de faire des erreurs, accepter l'imperfection, accepter même de sembler moins intelligent de ce qu'on est, parce que l'autre peut avoir l'impression qu'on ne part pas bien, donc on n'est pas assez intelligent. Avoir un peu plus de confiance en nous-mêmes, parce que cette histoire de dire toujours les autres peuvent y arriver, moi j'y arrive pas, il faut quand même arrêter. Voilà, c'est à la portée de tous, il ne faut pas avoir un QI incroyable pour parler une langue étrangère. C'est plutôt pour moi une capacité qu'on développe, donc c'est une compétence plus qu'une capacité, et comment on la développe à travers la pratique. Mais c'est sûr que si on met des freins psychologiques devant et on ne pratique jamais, on ne va jamais y arriver, parce que sans la pratique, voilà, il n'y a pas de secret, on va pas y arriver juste comme ça. Voilà, pour conclure un peu mon conseil d'or. Bah, je te remercie Lucas, bon, je pense que là qu'on a tout vu, donc déjà je te remercie pour m'avoir accordé ton temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ensuite j'ai publié des tests de certains produits de Mosalingua, c'est-à-dire Mosalingua Web et Mosa Series, donc vous retrouverez les liens, je vais vous les mettre dans la description. Bon, pour ma part je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, donc voilà. Merci, à très bientôt, merci Salut. beaucoup. Salut.